Ça, c'est moi. Qui fonce, qui me plante, qui apprend, qui réussit. Moi qui ai tout en main. Normal, c'est ma vie. Pour mon argent, pareil. C'est moi qui le gagne, qui l'épargne, qui le dépense, qui le fait grandir, qui le place. Bref, c'est moi qui décide. Normal, c'est mon argent. Me Direct, my money, my choices. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour cette nouvelle édition des webinaires Me Direct. Les taux d'épargne augmentent, faut-il continuer à investir? Vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question car ce soir vous étiez nombreux à vous enregistrer pour cet événement. Je suis Gilles Kuntz et je suis responsable pour les placements auprès de Me Direct. Et aujourd'hui, nous allons vous répondre à cette question ensemble avec le professeur de Kalatay ainsi que deux asset managers présents ici sur le plateau, notamment Goldman Sachs Asset Management et Robeco. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet ensemble avec le professeur de Kalatay. Bonjour professeur. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Je propose de directement rentrer dans le sujet parce qu'on a quand même une actualité assez chargée aujourd'hui. On parle déjà depuis longtemps d'une récession, elle va venir, elle ne va pas venir. Mais vu les derniers événements au Moyen-Orient, pensez-vous que ça va avoir un impact sur la croissance économique? On a entendu quand on était enfant l'histoire de celui qui criait au loup et à force de crier au loup, plus personne ne le croyait. À force d'avoir mis en garde contre l'inflation, contre la récession, contre tous les dangers qu'on peut avoir, on pourrait dire finalement il n'y a plus de danger. En fait, ce serait aller trop vite. Je pense qu'il faut d'abord se réjouir de ce que 2023 a été jusqu'à présent meilleur sur le plan de l'activité économique et certainement aux États-Unis que ce qui a été redouté par beaucoup. Je pense que la posture gentiment positive qui était la nôtre était justifiée et à ce jour, malgré les événements que l'on observe au Proche-Orient, il n'y a pas lieu de revoir cela. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui se passe là-bas n'est pas dramatique, bien entendu. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas susceptible de déraper, mais à en juger par les conséquences que l'on voit aujourd'hui, il n'y a pas lieu de penser que c'est cela qui fera la récession. Je voudrais pour preuve l'évolution du prix du pétrole. Si nous avions dû avoir à fort redouter une grave détérioration, notamment dans l'attitude de pays producteurs et exportateurs tels que l'Iran, nous serions avec un prix du pétrole bien plus élevé. Qu'est-ce qu'il en est par exemple, les États-Unis? Parce que là, on voit que l'économie américaine en fait, est très résiliente, mais par contre, on voit quand même des taux d'intérêt qui s'enflamment sur le trésor américain. Quelle est votre vue sur cette situation? C'est un appel à la modestie, parce qu'a priori, on pourrait penser que vu la forte remontée des taux d'intérêt, la remontée des taux d'intérêt, les spectateurs de ce soir le savent très bien, elle a été extrêmement rapide, extrêmement marquée, avec le côté positif et le côté négatif de celle-ci sur lequel on reviendra. Cette remontée des taux d'intérêt aurait dû normalement calmer l'économie. Et ce n'a pas été le cas. Alors, il y a des facteurs explicatifs, le fait que beaucoup d'Américains avaient encore de l'épargne du temps de la Covid dans laquelle ils ont été épuisés. Mais par exemple, que le marché du travail résiste aussi bien, c'est plutôt une surprise. Que la confiance des consommateurs, que les ventes au détail soient aussi soutenues, ce sont des surprises. Des surprises positives, mais des surprises. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a une capacité de l'économie à absorber des chocs. Et je pense que c'est ça qui est le facteur qui est le plus marquant quand on observe les événements économiques sur la durée, c'est que oui, il y a des chocs, mais oui, nous savons les absorber. Quand nous regardons au début de l'année, on avait quand même aussi des grandes attentes pour la Chine en soi. Est-ce que les choses sont quand même déroulées un peu autrement? C'est une excellente question. Et effectivement, s'il faut résumer sur le plan macroéconomique 2023, il y aurait du bon et du mauvais. Le bon, c'est les États-Unis qui ont fait mieux que ce que l'on anticipait. Et le mauvais, c'est la Chine qui a fait moins bien. L'Europe a un peu déçu, mais c'est marginal. L'essentiel, c'est en Chine que ça se passe. Et si l'Europe a déçu, c'est d'ailleurs un petit peu un dommage collatéral du fait que la Chine était moins bien. J'en voudrais pour preuve les difficultés de l'économie allemande, que l'on sait tributrice de la grande exportation et notamment des relations avec l'Asie. Donc oui, en Chine,
Chine, ça va mal. Ça va mal parce que nous avons une activité, notamment dans le secteur de la construction, qui souffre. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la chose en Chine? Oui, si vous regardez à court terme, mais dans la durée, je ne suis pas inquiet. À dire vrai, en fait, mon regard sur la Chine est relativement positif, en ce sens que nous n'aurions quand même pas voulu que ça aille bien en Chine, parce qu'on aurait encore davantage appuyé sur la pédale de l'immobilier. Il vaut mieux, quand vous êtes malade, passer par la case traitement. Suivre un traitement médical, c'est jamais agréable, mais c'est pour que ça aille mieux après. Eh bien, la Chine, en fait, si nous avions eu la facilité qui aurait été, on remet du crédit, on encourage encore plus la bulle immobilière, où en serions-nous dans 1 an ou dans 3 ans? Donc, il vaut mieux vraisemblablement une accalmie chinoise aujourd'hui. Il faut peut-être aussi, mais là, c'est le plus à un géopolitologue qu'il faudrait poser la question, se réjouir du fait que nous nous interrogions sur le commerce international. On a peut-être été un petit peu naïf dans la manière dont nous avons géré nos économies, nous, pays dits occidentaux ou dits avancés, par rapport à la Chine. Et que maintenant, on ait un autre regard sur nos relations avec la Chine, c'est peut-être de la prudence, c'est de la résilience que l'on est en train de bâtir parce qu'on sera moins dépendant de la Chine. Souvenez-vous des masques pendant la Covid. Donc, nous sommes là à bâtir une économie plus résiliente. Nous avons en Chine moins d'accélérateurs sur l'immobilier. Voilà des choses qui, dans la durée, sont plutôt positives. Donc, la Chine, une déception, mais pour partie, pour de bonnes raisons. Passons sur un autre point, c'est l'inflation en soi. L'inflation, je pense que nous avons tous senti, elle a quand même fameusement augmenté. Aujourd'hui, elle reste au-dessus des targets ou des banques centrales. Quelle est votre position sur l'inflation et comment vous la voyez évoluer? Alors, d'abord, quitte à surprendre l'un ou l'autre des spectateurs, c'est un domaine où les économistes sont un petit peu en porte-à-faux avec la population. C'est-à-dire que la population, elle n'aime pas l'inflation. Il y a d'ailleurs un économiste célèbre, Robert Schiller, qui a dit que des élections, ça se gagnait ou ça se perdait en fonction de l'inflation. Il n'a pas dit ça exactement, mais c'était son idée. Alors que pour l'économiste, l'inflation n'est pas nécessairement mauvaise, et je vais même dire pour celui qui gère de l'argent, l'inflation, elle n'est pas nécessairement mauvaise. On y reviendra. Mais donc aujourd'hui, mon regard sur l'inflation, c'est qu'elle va se calmer, mais qu'il est fort peu probable que nous revenions dans la durée en dessous de ces fameux 2%, cette target, cet objectif que se fixent les banques centrales aux 4 coins du monde. Pourquoi en quelques mots? Eh bien parce qu'il va y avoir une raréfaction de la main-d'œuvre du fait du vieillissement démographique, qui n'est pas qu'un phénomène propre à nos pays. Il n'y a pas que l'Italie ou la Bulgarie à avoir des diminutions de la population active. C'est vrai aussi de la Russie, de la Chine. Et donc ça, c'est une première dimension. Une deuxième dimension, c'est l'environnement. Nous savons qu'il va falloir payer plus pour certaines choses. Il va falloir s'adapter en termes de réglementation. Regardez le coût de l'immobilier du fait de nouvelles normes PEB. Donc, les dispositifs environnementaux vont se traduire par un alourdissement, mais aussi le fait que vous allez devoir payer plus cher votre prime d'assurance parce qu'il y aura des catastrophes dites naturelles qui coûteront plus cher, ce genre de choses. Donc, je pense que l'inflation, au-delà de 2%, c'est raisonnable, à mon sens, de tabler sur une inflation de l'ordre de 3%, ce qui fera d'ailleurs aussi les affaires des États qui sont très endettés et pour qui l'inflation est plutôt une bonne chose. En fait, l'inflation, elle aide celui qui est endetté et elle embête fort celui qui est en capacité d'épargner. On en reviendra un peu plus tard sur ce dernier point que vous venez de dire. Mais par contre, quelque chose qui a fait beaucoup de bruit et probablement aussi lié à cette inflation assez élevée, c'est la recherche du rendement. Et nous avons eu récemment cette obligation d'État qui a eu beaucoup de succès. Pouvez-vous en dire plus sur le succès des bons d'État? Je vais le voir positivement. Alors, c'est vrai que je suis un optimiste de nature, vous le savez, mais je veux le voir positivement parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des consommateurs, des gens qui ne sont pas bêtement à se satisfaire des conditions que leurs fournisseurs habituels leur offrent. Et c'est vrai en finance, mais comme dans n'importe quel domaine, nous avons à faire jouer la concurrence. Moi, je suis un économiste de marché, j'adore la concurrence. Eh bien, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour que cette concurrence fonctionne. Nous ne sommes pas contents de notre fournisseur, il faut en changer, plutôt que simplement râler sur son fournisseur et ne pas changer. Il faut changer de prestataire. Et donc, sauf quand on en est content, bien entendu. Et donc, ce que le bon d'État montre, son succès, c'est que les épargnants que l'on pouvait penser amorphes, mal informés, eh bien, il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont choisi de réagir. Parce que c'est vrai qu'il y avait un écart énorme
entre le taux d'intérêt tel que le pratique la Banque centrale pour les placements à court terme et par ailleurs ce qu'offrent les livrets d'épargne. Et que les investisseurs bien informés pouvaient déjà trouver des placements intéressants. Par exemple, racheter des obligations d'État belges qui allaient bientôt arriver à maturité et sur lesquelles on pouvait gagner du 3, du 4% et sans même payer de précompte puisque c'était noté en dessous du père, je n'entre pas dans les détails. Et donc, en fait, le livret d'épargne avait perdu de son attrait et ayant perdu de son attrait, bien que les gens l'aient quitté, c'est plutôt une bonne chose. Et la conséquence, c'est un relèvement des taux, mais ça va se traduire dans l'ensemble de la chaîne des taux et donc ça veut dire que demain, il faut s'attendre à ce que les taux d'intérêt hypothécaires en Belgique soient structurellement plus élevés que ce que nous avions connu antérieurement. Justement, nous, en tant que banque digitale, naturellement, sur le carnet d'épargne, nous avons été très actifs et nous avons essayé d'offrir le meilleur à nos clients. Notre structure permet de le faire. Par contre, c'était aussi grâce à ces hausses de taux de la Banque centrale européenne. On a vu la même chose aux États-Unis, bien sûr. Approche-t-on bientôt la fin de ces hausses ou pouvons même attendre que les banques centrales prennent à un certain moment baisser les taux d'intérêt? Je pense qu'il faut envisager que les taux ne restent pas au niveau qu'ils ont aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans la durée. Donc si je devais faire un scénario dans la durée, je verrais ces taux officiels des banques centrales plus bas que ce qu'ils ne sont aujourd'hui, mais je ne me précipiterai pas dans le scénario, c'est-à-dire que je pense qu'en 2024, on va largement vivre avec des taux comme on les a aujourd'hui. Donc on a atteint une sorte de plateau. Est-ce que ça va encore un petit peu monter ou est-ce que ça va gentiment baisser? Je crois que c'est plus probable que l'on d'écarter le scénario de la baisse. Il n'y aurait en fait de baisse que s'il y avait un fort ralentissement de l'économie. On ne le voit pas aux États-Unis. En Europe, les signaux sont un petit peu moins favorables, mais en même temps, l'Europe ne va jamais se déconnecter de manière trop radicale par rapport aux États-Unis qui vont continuer à donner le là. Donc, comme ça va bien aux États-Unis à ce jour, les taux ne vont pas baisser rapidement aux États-Unis, comme ils ne baisseront pas rapidement aux États-Unis, je ne les vois pas baisser en Europe. Ceci dit, est-ce qu'ils vont encore monter? Je pense que ça devient très très difficile. Pour nos États, pour moi, dans mon analyse économique, l'endettement des pouvoirs publics va encore être amené à augmenter du fait du vieillissement démographique, du fait du financement de la transition environnementale. Ce problème fait que les États doivent se financer à des conditions raisonnables. Si demain les taux d'intérêt sont à 8% sur la dette publique, je ne sais pas ce que nous allons faire. Donc les taux vont devoir rester raisonnables et les banques centrales feront le nécessaire pour que ces taux auxquels les États empruntent restent raisonnables, même si a priori c'est pas leur métier. Les banques centrales fixent les taux à court terme, pas les taux à long terme, mais il y a un lien entre les deux. Donc au total, je pense qu'il est raisonnable de penser qu'on pourrait encore avoir une petite augmentation des taux longs, une stabilisation des taux courts, avant d'amorcer un mouvement de décrue, mais pas avant fin 2024 ou 2025. Passons maintenant à une question très concrète, aussi le titre de ce webinaire, c'est justement, voilà, peut-être que beaucoup d'investisseurs ou d'épargnants sont satisfaits du taux d'épargne qu'ils ont sur leur carnet d'épargne ou sur des comptes à terme. Est-il aussi alors un moment à dire, voilà, je n'investis plus, je me contente de mon carnet d'épargne? Je pense que c'est une réflexion qui est logique, mais qui a ses limites, et il faut bien voir que nous pourrions être victimes d'une forme d'illusion si nous tenons ce raisonnement. Cette illusion, c'est ce que nous appelons, nous les économistes, l'illusion monétaire. C'est de ne pas prendre en considération l'augmentation du coût de la vie. Est-ce qu'un taux d'intérêt de 3%, c'est mieux qu'un taux d'intérêt de 2%? Ah bah oui, monsieur. Bah c'est vrai, 3, c'est mieux que 2. Oui, mais si l'inflation est à 2,5 au lieu d'être à 1, eh ben je préfère avoir un taux d'intérêt de 2 quand le taux d'inflation est à 1 que d'avoir un taux d'intérêt de 3 quand l'inflation est à 2,5. Ce qui compte, c'est qu'avec mon épargne, je puisse aider mes enfants quand ils chercheront à acquérir un bien immobilier, me payer ma maison de repos, remplacer le toit de ma maison quand le temps sera venu, ce genre de choses. Et donc, je dois me protéger contre ces augmentations du coût de la vie. Et aujourd'hui, nous avons une augmentation des taux nominaux, ce sont les taux apparents. Nous avons une certaine remontée des taux réels, ça dépend de comment nous investissons, mais pas sur les livrets d'épargne. L'augmentation de la rémunération du livret d'épargne n'a pas vraiment suivi l'augmentation de l'inflation de ces derniers temps. Et donc, il faut maintenir une part conséquente de son patrimoine investi dans des actifs qui protègent contre l'inflation. Et pour ça, c'est l'investissement. On dit, les briques donc? Eh ben non, justement, pas les briques. C'était une des très grandes leçons de ces derniers temps. La brique, on pense qu'elle protège contre l'inflation. Ces derniers temps, on a eu une augmentation des taux d'intérêt à cause de l'augmentation de l'inflation et l'immobilier ne se porte pas bien. Regardez le parcours boursier de l'immobilier coté. L'immobilier non coté, c'est toujours plus difficile de se prononcer.
sait, il y a des effets d'inertie et de retard. Mais donc, je pense, moi, que en fait, les temps actuels restent des temps pour l'investissement. Peut-être dans des profils où on peut se permettre d'avoir une poche obligataire plus importante, mais je ne mettrai pas tous mes œufs dans le panier des taux d'intérêt. Justement, parlons des obligations, car un autre aspect pourrait être, les obligations sont de retour. Je pense que les 10 dernières années, très peu de Belges ont encore investi dans les obligations, vu que les taux étaient très faibles et donc pas très attrayants pour prendre le risque. Est-il un bon moment pour rentrer dans les obligations, ou même délaisser les actions pour les obligations ? Je pense qu'il est aujourd'hui correct de dire que les obligations ont vu leur attractivité augmenter. On peut l'exprimer aussi négativement en disant elles n'étaient pas du tout attractives et aujourd'hui elles sont moins à éviter. Je ne les trouve pas particulièrement attractives en tant que telles. Je les trouve être plus dans un portefeuille. Donc moi j'aurais été très très sous-investi en obligations, mais je resterai un peu sous-investi en obligations aujourd'hui, surtout si je vous dis que les taux longs peuvent encore monter un petit chouïa. Donc je ne me précipiterai pas. Je réduirai ma sous-pondération en obligations, si je peux m'exprimer de cette manière un petit peu technique, mais je ne serai pas super fan des obligations pour en mettre 3 fois la dose. Ça je ne ferai pas. Et dans un portefeuille en tant que diversification, décorrélation ? Alors aujourd'hui, effectivement, et merci pour cette précision, il faut bien voir que les obligations ont historiquement, et la littérature financière est très claire là-dessus, un rôle de diversification, et j'insiste en particulier sur les obligations de la meilleure des qualités, pas les obligations dites high yield, à haut rendement. Donc je pense notamment aux obligations d'État, que ce soit de l'Allemagne ou d'autres pays. Ça a un effet décorrélant, mais en 2022, ce n'a pas été le cas. Et il ne faudrait pas que les spectateurs partent avec l'impression que puisqu'en 2022, les obligations n'ont pas décorrélé, les obligations ont souffert quasi autant que les actions, et dans certains aspects parfois plus. Pour les obligations à long terme, elles ont davantage baissé que les actions. Il ne faudrait pas penser que donc la décorrélation entre actions et obligations, c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est 2022 qui était l'exception, et donc 2023, il y a effectivement à mettre des obligations en portefeuille pour cette vertu de décorrélation, mais en veillant alors à ce que les obligations que l'on y met soient de très bonne qualité. Je comprends donc qu'en fait investir reste quand même important dans votre vue. Par contre, pour peut-être ceux qui mettent leur premier pas, est-il bien d'investir tous ces avoirs ou devons-nous quand même garder une partie peut-être en épargne La règle d'or en matière de gestion, c'est évidemment de diversifier, mais de ne pas tout mettre tout de suite. Il faut en plus garder une poche pour les imprévus de la vie. Vous ne savez pas ce qui va se passer comme besoin financier à un horizon de court terme en termes de vos proches, de vous-même, de votre santé, de votre maison. Donc ce que l'on dit usuellement, c'est de garder l'équivalent de 6 à 9, peut-être 12 mois de votre dépense pour emplacement très très liquide, style livret d'épargne bien rémunéré. Et faites votre shopping parce que tout le monde n'offre pas les mêmes niveaux de rémunération. Pour le reste, n'oublions pas non plus que quand vous investissez en actions, en obligations, ce sont des placements qui sont liquides, c'est-à-dire que vous n'êtes pas coincé avec cet argent, vous pouvez le revendre. Alors, bien sûr, il y a le risque de le revendre à perte, avec une petite ou une moins petite moins-value, mais ce n'est pas du plomb. Vous pouvez le revendre au cas de grand besoin. Donc, effectivement, gardez une poche de liquidité qui aujourd'hui est moins mal rémunérée qu'hier, certainement que ça, je le ferai, oui. Ok. Et puis, encore une dernière chose, c'est investir long terme, court terme en soi. Et aussi, peut-être avoir, faut-il commencer tôt à investir? Faut-il attendre qu'on ait un certain montant avant de commencer? Alors, plus tôt on commence, mieux c'est, et il n'y a pas de montant minimum. Donc ça, et merci pour cette double question, c'est extrêmement important de faire passer ce message. On pourrait penser, la bourse, c'est pas pour moi, les actions, c'est pas pour moi, c'est que pour les gens avec des très gros patrimoines. Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, ce que l'on sait, une fois encore, permettez-moi de faire référence à la littérature académique qui se base sur l'histoire des marchés financiers depuis plus d'1 siècle. On a de bonnes statistiques là-dessus. Eh bien, c'est que, en fait, la manière de présenter les choses, c'est la bourse, c'est le triomphe des optimistes, c'est ceux qui ont commencé tôt et qui ont traversé les vagues et les difficultés, qui n'ont qu'à s'en réjouir, et c'est ceux qui ont été peureux et craintifs qui malheureusement ont eu des rendements faibles, pour ne pas dire dans certains cas médiocres. Alors ça ne veut pas dire qu'il
faut tout investir en action demain matin et puis fermer les yeux. Un portefeuille, ça se gère, mais en même temps, il est certain qu'aujourd'hui encore, l'investissement en action, c'est celui qui est appelé dans la durée à offrir le meilleur rendement, et certainement si on tient compte de l'inflation. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous remercie d'avoir participé et on va passer directement à notre seconde partie, notamment le débat avec les deux asset managers, Goldman Sachs et Robeco. Nous voici dans le débat. Et tout d'abord, bonsoir Monsieur Verstraete de Robeco. Et nous avons Patrick Monen de Goldman Sachs, Asset Manager, de l'autre côté de la table. Je vais proposer la première question à vous, Monsieur Verstraete. On vient d'entendre la vision de Étienne. Quelle est votre vision chez Robeco pour les prochains mois? Quelle est votre vue macroéconomique? Êtes-vous sur la même ligne? Oui, on a entendu des bonnes choses d'Étienne, ça c'est certain. D'abord, je trouve que comme investisseur, il faut toujours regarder le long terme. Et être investi sur le long terme, c'est toujours mieux qu'être pas investi ou essayer de faire un timing concernant les marchés. Comme vous me demandez notre vision pour les mois à venir, hein, c'est vraiment le court terme. Là, notre vision, c'est celle de la vigilance et d'être très sélectif au niveau des décisions d'investissement. Donc, on est plutôt positionné vers la défensive. Hein. Si nous ignorons les éléments géopolitiques qui auront certainement un impact sur le très court terme en termes des prix de pétrole, etc., nous trouvons que l'atmosphère macroéconomique est actuellement quand même difficile. Il y a certains éléments à tenir compte avec. Je ne peux pas les parcourir tout, mais pour vous donner quelques-unes, par exemple, si nous prenons les taux, là, nous sommes d'opinion que l'augmentation des taux se rapproche la fin. Donc, en fait, c'est positif. Mais de l'autre côté, il y a toujours le risque que les banques centrales restent trop restrictives pour trop longtemps. De l'un côté et de l'autre côté aussi, que l'effet des taux tellement élevés ne sont pas encore compris dans tous les marchés. Et nous trouvons que c'est surtout le cas pour les marchés développés. Donc il faut avoir de la prudence. En plus de ça, on a nos indicateurs qui signalent une récession qui sont devenus négatifs. Donc nous attendons qu'il y aura quand même une diminution d'activité économique. Il y a les emprunts des États-Unis qui pèsent sur le sentiment. Et à la fin, tu as la Chine et l'Europe qui sont impactés par une diminution de la commerce international. Donc il y a quand même pas mal des éléments à tenir compte avec. De l'autre côté, il y a aussi des éléments positifs. Hein. Nous voyons par exemple, il y a des entreprises qui savent très bien combattre les attentes au niveau de matière des bénéfices. L'environnement pour les obligations devient de plus en plus positif, hein, comme les taux se rapprochent le sommet. De l'un côté et de l'autre côté, avec la diminution de l'inflation, les rendements réels deviennent de plus en plus positifs. Hein, donc il y a certainement des opportunités là-bas. Et finalement, si nous regardons des autres régions, il y a des autres régions où ils sont déjà en train ou ont commencé à couper les taux d'intérêt, hein, où la politique monétaire est devenue plus favorable. Donc être sélectif, ça peut vous apporter quand même des bons rendements. Notre vue au niveau multi-asset, on est actuellement en action, on est plutôt axé vers le défensif en termes des marchés développés. On est positif sur les marchés émergents. Des obligations, là on est positif sur les obligations gouvernementales et des obligations des entreprises haute qualité, mais on est très sensible à le high yield, les obligations très risquées.
J'entends donc quand même un positionnement pas tout à fait négatif, mais plutôt défensif en soi. C'est aussi côté Goldman Sachs la vue que vous avez Nous avons une vue assez similaire, mais nous avons une position assez équilibrée entre actions et obligations. Dans la mesure où nous nous trouvons dans le cycle économique, nous sommes probablement entrés dans la phase baissière du cycle économique avec un risque de récession peut-être plus élevé que la moyenne. Donc, ce qui veut dire que dans une période de ralentissement économique avec une inflation à la baisse, avec des banques centrales qui sont proches ou qui ont peut-être déjà atteint le sommet au niveau du resserrement politique, que notamment les obligations ont une place dans un portefeuille et sans doute une place plus importante aujourd'hui qu'il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est une chose. Évidemment, au sein des obligations, comme mon collègue dit, nous privilégions les obligations d'État, notamment les obligations américaines, qui aujourd'hui offrent un rendement de presque 5%, qui est loin au-delà les attentes inflationnistes à long terme. Ça veut dire que le rendement réel à long terme sur des obligations américaines se situe aux alentours de 2,5%, ce qui est quand même le niveau le plus attractif depuis 15 à 20 ans. Donc ça, c'est un élément assez important. Deux, en ce qui concerne les autres obligations, en effet, nous privilégions également les obligations de sociétés de première qualité et nous sommes également assez prudents pour les obligations au rendement parce que selon nous, le risque de récession n'est pas suffisamment rémunéré dans ce type d'obligation. Pas encore assez calculé dans les prix de ces obligations en soi. Le grand risque, évidemment, en étant investi dans l'obligation, c'est l'inflation. Mais dans notre scénario de base, l'inflation est orientée à la baisse. Ok. Mais justement, parlons de ces obligations. Historiquement, les actions ont toujours mieux fait que les obligations. Et maintenant, j'entends parler de taux 10 ans américains à 5%. Et ça sera encore le cas pour le futur. Ou est-ce que les obligations pourraient être plus avantageuses que les actions ? Je ne vais pas dire plus avantageux. Je pense que si vous regardez sur le très long terme, les actions ont performé mieux que les obligations. Mais il ne faut pas oublier un aspect important d'ajouter des obligations dans votre portefeuille. Et tout dépend effectivement de votre profil de risque. Mais ajouter des obligations, ça peut donner un soutien au moment que les actions baissent fortement. Donc, en termes de la diversification, ça vaut la peine de les ajouter. Et c'est de nouveau le cas actuellement avec des taux plus élevés qu'il y a quelques années. Et si on prend par exemple le cash, est-ce que le cash pourrait être le nouveau roi avec les taux plus élevés à court terme maintenant ? Je dirais qu'il y a deux éléments qui sont importants entre le choix entre cash, obligations et actions. Et je pense que le plus important, c'est votre horizon d'investissement. Et plus votre horizon d'investissement est long, plus que vous êtes capable à prendre des risques. Donc, si votre horizon d'investissement est supérieur à 10 ans, vous pouvez ajouter des actions dans votre portefeuille sans problème. Évidemment, si votre horizon d'investissement est 2 ans, 1 an, voire moins, en effet, dans ce cas, il faut s'orienter plutôt vers le cash dans votre portefeuille. Donc, c'est vraiment une question d'horizon d'investissement. Deuxième élément qui est très important, c'est évidemment où est-ce qu'on se situe dans le cycle économique. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes où dans le cycle ? Nous sommes dans... Tout d'abord, il faut nuancer un peu, parce qu'il y a pas mal de divergences au niveau mondial. Il y a d'un côté, il y a l'économie américaine qui continue toujours à un rythme assez soutenu. Par contre, la Chine et l'Europe, le rythme de croissance est nettement plus faible. Mais au niveau global, on peut dire qu'on est dans la phase descendante. Nous prévoyons que la croissance économique, surtout la croissance nominale, en 2024 sera inférieure à la croissance nominale en 2023. Ceci ne veut pas dire qu'on s'attend à une récession, mais les risques augmentent, étant donné que le monde est quand même confronté à un nombre de défis. Il y a tout d'abord
l'impact du resserrement monétaire qui est déjà en cours depuis presque 2 ans maintenant, avec les taux courts qui ont fortement monté, avec les banques centrales qui sont passées d'une période d'acheter des obligations vers maintenant une période où ils vendent les obligations qu'ils ont en portefeuille, le quantitative tightening, de easing à tightening. Et récemment, il y a aussi l'impact des risques géopolitiques, notamment au niveau du prix du pétrole. Jusqu'à présent, la hausse est importante, mais reste limitée et ne posera sans doute pas trop de problèmes pour la croissance économique, mais la situation géopolitique reste très incertaine, imprévisible, et on ne peut pas exclure que s'il y a une escalation au Moyen-Orient, qu'en effet le prix du pétrole flambe de 90 € aujourd'hui à 140, 150 € en cas d'une escalation du conflit. À ce moment-là, il y a un deuxième risque qui risque de peser sur la croissance économique en 2024. Donc il y a quand même ce qu'on dit les risques les extrêmes sont devenus plus importants, bien que le risque de récession, selon nous, est là, mais ce n'est pas notre scénario de base pour l'instant. Jean-Claude Kukepark, la diversification reste très importante et aussi la diversification entre actions et obligations. Une question pour vous, Rebecco. C'est peut-être un peu compliqué pour les gens de faire ces choix. Quels sont les types d'instruments, les options qui existent pour pouvoir créer cette diversification dans un portefeuille ? Oui, bonne question. Il y en a plusieurs options. D'après moi, il y a 2 éléments qui vont déterminer vos options. D'abord, il y a votre profil de risque et comme mon collègue de Goldman Sachs a dit, votre horizon sur les investissements. De l'autre côté, il y a aussi votre temps disponible et vos connaissances sur les données financières pour faire la diversification dans votre portefeuille vous-même. Et donc, si vous avez assez de temps et vous connaissez beaucoup des données financières, vous êtes dans la possibilité de construire une portefeuille vous-même en actions individuelles, en obligations individuelles et faire votre propre mix et votre propre gestion. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Et donc, là, vous avez des options, c'est-à-dire vous pouvez donner la gestion à une de nos maisons et sélectionner des fonds, par exemple sur certaines régions, en actions, en obligations, et faire votre mix au niveau des fonds. Mais là, la gestion, la sélection des titres individuels sera liée chez les asset managers. Et l'autre option, c'est si vous dites, écoute, c'est très difficile pour m'en occuper, et voilà, vous pouvez choisir une solution multi-asset, où c'est le gestionnaire qui fait toute la sélection. Multi-asset, ce sont des fonds qui investissent aussi bien en actions, obligations, oui, donc oui. Fonds mixtes comme on appelle des fois. Oui, ils font vraiment gérer votre portefeuille sur les différentes classes d'actifs. En plus, vous avez l'opportunité ou l'option de choisir des multi-assets, donc des fonds qui sont liés à un certain profil de risque, c'est-à-dire défensifs, balancés ou très dynamiques, ou même qui n'ont pas un profil de risque, qui sont flexibles, donc qui peuvent prendre toutes les directions, ou même qui vont ajouter des éléments de l'investissement responsable ou des éléments thématiques. Donc là, ça dépend vraiment de votre préférence et votre profil de risque, mais il y en a certainement pas mal des opportunités. Quelque chose à ajouter ou... Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Alors, pour justement les investisseurs qui font eux-mêmes le choix de fonds, actions, obligations en soi, quelles sont pour Goldman Sachs les préférences pour 2024, ou disons la fin de cette année encore? Quel marché vous privilégiez? Quel secteur ou actions versus obligations? Donc au niveau de la répartition globale, nous avons une position relativement équilibrée entre actions et obligations, donc moitié-moitié. Au niveau du marché obligataire, comme je disais tantôt, nous privilégions les obligations d'État, notamment les obligations américaines, qui offrent un rendement assez élevé. Par contre, nous restons quand même plus prudents en ce qui concerne les obligations à haut rendement, étant donné que selon nous, le risque n'est pas suffisamment compensé. Au niveau des actions,
au niveau régional, nous avons une préférence pour le marché japonais. Parce que selon nous, le marché japonais est soutenu par deux tendances. Il y a une tendance structurelle, il y a aussi un facteur structurel. La tendance cyclique. La tendance structurelle, c'est notamment le fait que le Japon, pour la première fois depuis des décennies, peut sortir de la période de déflation vers une période d'inflation. Ça a un impact sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, qui dit de déflation vers l'inflation, dit également que la croissance nominale sera plus élevée. Une croissance nominale plus élevée se traduira dans une croissance plus élevée des bénéfices. Ça, c'est un élément. Ce changement structurel a également un impact sur l'allocation optimale d'un investisseur japonais. Dans une période où l'inflation est très basse, voire même négative, il est tout à fait logique d'avoir beaucoup d'obligations et de cash dans son portefeuille. Par contre, dans un environnement d'inflation, de croissance économique positive, il est plus optimal d'ajouter de plus en plus des actifs réels dans son portefeuille, comme les actions. Donc ça, c'est l'aspect structurel du marché japonais. Deuxième élément sont des éléments plutôt cycliques. Il y a notamment la politique monétaire japonaise. La Banque du Japon, c'est pour l'instant la seule banque dans les marchés développés qui n'a pas encore commencé à augmenter ses taux. Ce qui veut dire qu'au Japon, les taux réels, donc après l'inflation, sont toujours négatifs. Deuxième impact, c'est au niveau des devises, et la faiblesse du yen est un atout majeur pour les sociétés japonaises qui sont des sociétés exportatrices. Donc ça, au niveau régional, pour l'Europe, nous sommes neutres. D'un côté, oui, l'Europe, le marché européen est bon marché, mais de l'autre côté, le marché européen, surtout, l'économie a ses propres défis, avec une croissance économique nettement inférieure à la croissance que nous observons, par exemple, aux États-Unis. En matière sectorielle, nous privilégions une combinaison entre, d'un côté, des valeurs de croissance, appelons-les les méga-tech, qui sont des sociétés qui sont très rentables, ont des structures financières très solides et qui connaissent une croissance bénéficiaire 2 fois la croissance bénéficiaire du marché. Mais en même temps, comme nous sommes quand même dans la phase de ralentissement au niveau économique, nous ajoutons des valeurs ou des secteurs plutôt défensifs tels que le secteur de la pharmacie ou encore le secteur de la distribution et l'alimentation. Si on prend les tendances à plus long terme, donc les thématiques, je dirais, porteuses pour un avenir, quelles sont les préférences que vous avez chez Robeco? Ouais, chez nous, 2 thématiques porteuses pour le futur restent donc toute la transition énergie, donc l'énergie renouvelable, mais aussi l'utilisation de l'énergie, être plus efficace en ce terme, plus sensible à là, et donc aussi pour garder pour renforcer notre indépendance des régions plutôt géopolitique plus difficile. Cet mouvement, cette thématique restera super important pour les années à venir, et ça peut même fournir comme un catalyseur encore pour cet secteur et cette thématique. Une autre thématique pour laquelle nous sommes très positifs, c'est l'eau. Donc la chaîne de valeur de l'eau. Nous voyons qu'avec le réchauffement climatique, il y a pas mal de régions qui ont eu un manque de l'eau potable, même très proche de nous, ce qui est tout à fait nouveau. Si vous regardez en France, ils ont eu quand même pas mal de problèmes pendant l'été, et ils ont mis des choses en place, ils ont pris des décisions, et par exemple, si nous prenons l'exemple de la France, président Macron a dit que
2030, il faut que dans toutes les industries, il faut une réduction de la consommation de l'eau de 30%. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de tellement des investissements dans la chaîne de valeur de l'eau et de l'eau potable. Et voilà, pour cette raison... C'est rendre toute la chaîne plus efficace et comment travailler sans eau avec des nouvelles technologies. Exact, exact. Et donc, c'est l'analyse, c'est l'utilisation, mais aussi c'est la réutilisation. Et voilà, donc, non, certainement un thème qui reste très important pour l'avenir. Une certaine thématique de chez vous, s'il y en a une que vous privilégiez? Le thème que nous jouons, nous continuons à jouer, c'est le sustainable investing. Et c'est fortement lié aux thématiques liées au changement énergétique, la transition énergétique, écologique. Donc oui, ces thèmes restent de porteurs également pour Goldman Sachs. Vu que les obligations reviennent quand même un peu dans l'appétit ou dans la ligne de mire des investisseurs, quelle est la différence d'investir dans une obligation individuelle ou dans un fonds obligataire? Oui, il y a plusieurs différences. Il y a notamment au niveau de la diversification. Un fonds investit en même temps dans plusieurs types d'obligations d'État, d'obligations de société, obligations émergentes. Donc ça, c'est une grosse différence et c'est vraiment une meilleure diversification. 2, un fonds obligataire, ça augmente l'accessibilité. Il y a certains types d'obligations où c'est très, très difficile comme investisseur privé d'acheter des obligations individuelles. Pensons notamment à certaines obligations des marchés émergents. Donc via un fonds, c'est plus facile. Et troisième élément, c'est surtout si vous choisissez un fonds qui est géré de manière active, c'est également les risques au sein du fonds sont gérés par le gestionnaire de manière active en matière de duration, en matière de risque de crédit, etc. Ça, c'est naturellement un point important. Donc, on oublie souvent qu'une obligation, qu'il y a un risque de crédit. Et ça, je crois que c'est naturellement combien d'obligations il peut avoir dans un fonds. Ça peut varier entre... Des centaines. Donc, le risque de crédit est diversifié parmi plusieurs émetteurs. Je vais terminer avec une dernière question pour faire le sum-up en soi de ce que nous avons discuté. Faut-il encore investir aujourd'hui, malgré les taux qui sont en hausse? Absolument. Ouais, certainement. Ouais. Oui, mais d'une façon diversifiée, je suppose. Diversifiée et bien sélectif, mais il faut certainement investir. Et pour combattre l'inflation, il n'y a pas d'autre moyen. C'est le vu long terme, je suppose aussi, à prendre en compte? Tout à fait. Investir se fait à long terme. Et moi, je dis toujours, en investissant, ton meilleur ami, c'est le temps. Sur ces derniers mots, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Merci beaucoup.